Manger la mer, mon premier souvenir, c'est moi, enfant, avec mon père dans les côtes de Rome où j'ai grandi. Qui sommes là en train de racler des moules, des rochers et de cueillir des télines quand il y en avait encore. Ça m'évoque déjà mon métier. Je participe à l'alimentation en produits de la mer des êtres humains qui nous entourent. La mer, pour tous les gens de la côte, depuis des générations, c'est la mer nourricière en fait. Pour moi, la première fois que j'ai entendu ce titre, ça m'a perturbée, j'étais pas très à l'aise. J'avais l'impression que ça amenait une forme de ressenti négatif, d'accusation, notamment à l'encontre des pêcheurs. Manger la mer, c'est à la fois penser des pratiques professionnelles et aussi interroger nos responsabilités à nous, individus. Retrouver un peu des ressources pour se nourrir dans l'eau, que ce soit les algues ou même les poissons qu'on retrouve dans notre assiette. Moi, j'ai toujours essayé de chercher à comprendre les interactions qu'il y a entre tous ces organismes qui se retrouvent des fois à la fin dans mon assiette. Ça m'évoque notamment mon rapport à la mer, donc à la fois mon alimentation, mais aussi mes études. Étudier les ressources halieutiques et du coup, c'est nous, en tant que consommateurs, comment on peut impacter et notamment moins impacter ou impacter de manière plus durable en tout cas les ressources de la mer, à la fois poissons et aussi donc biodiversité, environnement, écosystème, tout ce qui tourne autour de l'océan. Alors pour moi, manger la mer, c'est aussi partager un univers que j'adore et aussi des produits d'excellence. C'est aussi pêcher au niveau loisir. Une richesse extraordinaire de produits qui sont aussi plein de bonnes choses pour notre santé. Pour moi, ça passe aussi par la consommation et donc les consommateurs. Eux ont un rôle central et comment est-ce qu'ils peuvent être éduqués à mieux manger pour justement continuer à manger la mer, mais manger mieux la mer? Est-ce que la mer est mangée par l'économie? Est-ce que la mer est mangée par la pression humaine? Est-ce que la mer elle est en danger? Est-ce qu'il faut arrêter de manger la mer économiquement? Tout ça, il faut le réguler et il faut trouver un juste milieu. Je me suis toujours intéressé à l'alimentation. Et d'abord, c'était l'alimentation à partir de l'agriculture, puisque je suis fils de paysan. Dans le cours de mon existence, où je m'intéressais aux relations nord-sud dans l'alimentation. Ça m'évoque la question de la pêche. Est-ce qu'on peut toujours manger du poisson aujourd'hui? C'est une question que je me pose de plus en plus. Je ne sais plus. En tout cas, j'essaye de manger aujourd'hui des plus petits poissons, de consommer plus responsable, de consommer beaucoup moins de poissons. Mais j'arrive pas à être dans le tout noir ou tout blanc. Donc je suis plutôt dans le gris pour manger la pêche. Voilà, manger la pêche, manger la mer. La pêche est au carrefour de tout un tas de questionnements. Aussi bien des questionnements sur la biodiversité que sur la géopolitique, que sur la question de savoir à qui appartiennent la mer, comment se comportent les espèces, comment se comporte l'homme, comment on va nourrir la planète, comment on va nourrir l'humanité. Il n'y a pas, dès qu'on déplace quelque chose, on s'aperçoit qu'on a des interactions sur tout un tas d'autres problématiques. Chaque problématique qu'on pense être résolue ouvre d'autres problématiques qui sont multiples et qui sont encore plus nombreuses que celles qu'on pense avoir résolues. C'est que je me suis rendu compte que globalement, l'image que commun des mortels a de la pêche professionnelle n'est pas tout à fait le reflet de la réalité. L'image du pêcheur n'est pas forcément la bonne dans l'esprit de la société. Je parle de l'écosystème français. Au niveau mondial, on peut avoir un avis différent, au niveau de la surpêche bien sûr, mais je pense que quand on se rejoint une pêche artisanale, qui se veut un peu plus vertueuse, avec bien des soucis. Il faut que la société s'aperçoive aussi qu'elle mange la mer, elle aussi, et qu'elle ne mange pas toujours le produit local ou le produit français. On voit bien la balance commerciale des produits aquacoles en France qui est largement déficitaire. Rapprochons nos pêcheurs et leurs produits fantastiques avec les consommateurs français déjà, et surtout soyons un peu plus indulgents parfois les uns les autres. Je
suis très sensible à la protection de l'océan. J'ai suivi de près une association et j'ai même été dans cette association quelque temps qui s'appelle Bloom, justement, qui lutte notamment contre le chalutage profond. Donc, c'est une question à laquelle je suis très sensible et en même temps, j'ai cette envie de ne plus trop manger de poissons pour protéger les fonds marins, etc. Et en même temps, il y a toute la condition des pêcheurs qui me sensibilise beaucoup. Tous ces pêcheurs qui vivent de la pêche, qui vivent dans des conditions humaines souvent complexes et qui doivent nourrir leur famille. C'est un milieu, le milieu des marins-pêcheurs qui me touche profondément et j'ai envie de soutenir aussi ces gens-là. Il est vraiment grand temps, on a déjà commencé, mais il est grand temps vraiment d'aménager un petit peu tout ça, d'essayer de comprendre mieux comment tout ça fonctionne, de façon à pouvoir continuer à profiter des bienfaits de la mer, mais sans l'appauvrir et l'abîmer. Dans le cadre de mes activités, l'idée c'est de décrire un peu ce qu'on observe sous la surface de l'eau et que les gens ne voient pas forcément, en utilisant des outils un peu innovants. Là maintenant on est sur des techniques qui permettent de modéliser le fond par la photogrammétrie. On a vraiment un modèle 3D qu'on arrive à présenter à des gens qui n'ont jamais vu ce qui se passe, ce qu'il y a sous l'eau en fait. D'un point de vue sensibilisation déjà, ça a une importance. Décrire aussi les espèces qui sont présentes, d'avoir une sorte d'inventaire de tout ce qu'on peut avoir dans notre région. Là juste ici en Côte d'Émeraude, juste sur la partie rocheuse, on a 30 espèces de poissons qu'on arrive à recenser facilement et il y en a encore d'autres qu'on n'a pas réussi à capter. Et puis de avoir une idée de la quantité de ces poissons, de la biomasse, de la densité de ces espèces-là. Pareil, c'est des informations qu'on n'a pas beaucoup sur nos façades. En tout cas, façade Manche Atlantique, on a très peu de connaissances là-dessus. Mon apport, il est là sur montrer à quoi ça ressemble, ce qu'on a sous l'eau, et puis donner cette connaissance sur les espèces et la quantité de poissons qu'on observe ici, dans nos eaux. Et je travaille notamment avec des artistes qui viennent d'Océanie, également comme je travaille en Bretagne, avec des artistes bretons. Le lien à Manger la mer, ou en tout cas pêche et pêcheurs, c'est les objets d'art avec lesquels je travaille depuis 10 ans et qui sont faits en grande partie à partir de filets de pêche, ce qu'on appelle des filets fantômes, donc soit des filets perdus en mer, abandonnés ou volontairement laissés derrière soi et qui ont un fort impact aussi bien sur la faune, potentiellement la flore, mais aussi sur les activités humaines. C'est à la fois un méga déchet et c'est aussi des nanoparticules plastiques. C'est extrêmement complexe comme problème et qu'il est grand temps de discuter. Je me suis trouvé invité à participer, à suivre la conférence de la FAO en 1984 sur l'élaboration des politiques des pêches. Il y avait 2000 personnes pendant 15 jours, il n'y avait pas un pêcheur. Et c'était vraiment frappant de voir comment on pensait l'avenir de la pêche sans les pêcheurs. Et ça continue, ça n'a pas changé. Il y a juste un endroit où les pêcheurs sont entendus, c'est à la FAO. Mais la FAO a très peu de pouvoir. Les pouvoirs ne sont pas dans l'organisation qui s'occupe de l'alimentation, qui s'appelle la FAO. Elles sont en fait entre les mains des grandes organisations qui s'occupent de l'environnement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir de la mer, c'est pas la pêche. L'avenir de la mer, c'est le tourisme, c'est la plaisance, c'est l'éolien, c'est les extractions de sable, c'est tout ça. Et la pêche représente très peu de choses dans nos sociétés. C'est ça son drame. C'est pas du tout la réalité dans les pays du Sud, où la pêche est vitale, elle existera toujours, tandis que chez nous, même si les pêcheurs disparaissent, on s'en apercevra à peine. Les pêcheurs sont toujours intéressés par le rendement et par la rentabilité de leur activité. Et puis ils sont encadrés par des scientifiques qui vont donner des quotas, qui vont donner différentes barrières, qui vont ensuite organiser leur profession. Et puis il y a aussi l'aspect politique. Et ça, l'aspect politique, il est très compliqué. L'action de l'Europe, l'action de la France, le comportement de la France par rapport aux autres pays européens et aux autres pays mondiaux. Les pêcheurs aujourd'hui sont particulièrement contraints. Les pêcheurs sont montrés du doigt et sont devenus une profession à vilipender, à tort complètement. Moi je prends souvent l'exemple des mineurs de fond. Pendant des années, des décennies, extraient du charbon du sous-sol de la Terre. Mais on ne les a jamais accusés d'avoir contribué au réchauffement climatique, parce que ce n'est pas eux qui ont fait le réchauffement climatique. Eux, ils étaient juste là pour essayer de gagner leur croûte et de s'en sortir. Et je pense qu'il faut un petit peu considérer aussi les pêcheurs comme ça. Ce n'est pas sur eux qu'on doit faire porter la responsabilité d'une dégradation de l'océan, parce que la dégradation de l'océan, s'il y a de la surpêche sur certaines zones, elle vient aussi d'ailleurs et elle vient beaucoup de la Terre.
comment on fait pour faire changer les mentalités? C'est dialoguer avec les consommateurs, c'est les sensibiliser. Donc ça passe notamment par la sensibilisation auprès des enfants. Moi, mon thème principal, c'est les produits de la mer, mais après, ça peut être tout ce qui est alimentation durable et même gaspillage alimentaire, équilibre alimentaire. Via les enfants, on cherche à leur apprendre à consommer de manière plus durable pour que eux après puissent transmettre ces habitudes aux parents, et donc dans le futur manger mieux, ça passe aussi par éduquer dès maintenant les enfants. On travaille aussi dans des stands grand public, donc on va vraiment à la rencontre des consommateurs, leur donner des clés mais de manière ludique et vraiment les sensibiliser sans forcément leur interdire et leur dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais plus changer et aller vers autre chose plutôt que d'interdire ce qu'ils font actuellement. C'est une époque de renoncement et pour moi, quand je renonce, je le fais toujours d'une façon en quelque sorte heureuse. Et par là, j'entends que quand je renonce à quelque chose, je ne suis pas dans l'effort du renoncement, je le suis dans l'alignement de ce renoncement. Je suis en ce moment dans les chemins de renoncer à beaucoup de produits de la mer. Et c'est un renoncement heureux dans ce sens parce que c'est en train de s'aligner entre les plaisirs que je pouvais éprouver et les plaisirs que je n'éprouve plus aujourd'hui en ayant pris conscience par les données scientifiques et par l'image de comment ces poissons arrivent dans mon assiette. C'est gérer bien sûr la pêche et les pêcheurs sur leur métier, mais aussi créer du lien avec l'extérieur pour participer à la compréhension du fonctionnement global de tout ça, de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, de façon à continuer à pouvoir vivre de la mer, mais sans la surexploiter. On a un grand travail devant nous. On a déjà pris un peu de retard parce que par manque de connaissances, on a démarré un petit peu tardivement des problématiques que pouvait engendrer la pêche professionnelle. Maintenant, on a la conscience de ça. On a un énorme travail devant nous pour continuer à vivre de notre métier, à participer à l'alimentation de la population dans un esprit de respect des équilibres et de la nature. Ces artistes qui font l'art des gosses-nets, ils ont différentes intentions. Pour certains, c'est d'utiliser ce qui est accessible, ce que la mer leur apporte. Pour d'autres, c'est de poursuivre un geste qui est un geste d'antan. C'est de la tradition, c'est le pincé en Bretagne. On va ramasser sur la plage ce que la mer apporte et puis on l'utilise. Pour d'autres, c'est alerter sur l'état de santé de nos océans et des êtres vivants qui sont dans cet espace. Et enfin, pour d'autres aussi, c'est susciter des nouvelles dynamiques en recherche et développement pour inviter les industries et les filières, proposer sur le marché d'autres engins de pêche qui soient peut-être plus durables. Des filets de pêche en plastique, c'est assez récent, ça fait une cinquantaine, soixantaine d'années selon les régions du monde. Peut-être qu'on peut faire autrement et il y a des initiatives qui font déjà autrement. De faire les liens entre l'humain et l'océan et de sensibiliser des gens qui sont très loin de l'océan par leur compréhension des mécanismes physiques et psychiques, comment finalement ils sont très interconnectés avec cet élément et de les sensibiliser via ce biais-là, via l'art et via la poésie aussi notamment parce que je ne crois plus aux messages trop culpabilisants. En guise d'ouverture, moi je suis persuadée que les pratiques artistiques, elles permettent d'amener non seulement bien sûr du sensible, mais aussi une forme de délicatesse, une approche plus individuelle. Si les gens acceptent de se retrouver avec un objet d'art et acceptent de partager leurs ressentis, finalement, ils vont sortir d'une position parfois un peu idéologique qui crispe parfois les relations humaines. Ce ressenti personnel qui est partagé librement ouvre des discussions et permet finalement de co-construire. Qu'on rentre dans une complexité infinie, pour l'instant c'est stimulant, mais on se demande comment on va en sortir.